Oui, j'ai changé de côté de canapé pour me mettre à votre place, Louis, pour recevoir Adrien Quatennens, député du Nord. Vous avez écouté le président de la République à Bastia. En gros, qu'avez-vous pensé de son intervention ? Écoutez, assez peu d'annonces précises. Vous l'avez dit dans votre édito à l'instant, c'est de l'ordre du symbole ce qui a été donné, puisque la question de la reconnaissance de la Corse dans la Constitution, vous l'avez dit vous-même, on ne sait pas de quel article, on parle. Ça va dans le bon sens ou pas ? Écoutez, moi je pense qu'il y a quelque chose de très clair sur le cas corse. Quel que soit ce que nous pensons, y compris de la question de l'unité de la République. Pour moi, j'y suis très attaché. On est forcé de constater qu'il y a quand même eu 3 votes assez clairs qui ont donné la majorité à un vote nationaliste, un vote indépendantiste. Donc on ne peut que discuter, quoi qu'on en pense. Et moi je pense qu'on ne peut d'ailleurs traiter ces problèmes que dans la discussion. Alors Emmanuel Macron a fait un pas symbolique en disant qu'il proposerait qu'on reconnaisse la Corse dans la Constitution. Par contre, sur tout le reste des annonces qui ont été faites, je constate qu'il n'y a pas d'annonce chiffrée. La particularité corse, d'abord et avant tout, c'est le fait qu'il y a un vrai dissensus de moyens entre l'île et le continent, en matière de services publics, en matière d'accès aux services publics. Oui, par ailleurs, il y a un régime fiscal plus favorable. Enfin, il y a aussi des avantages. Bien évidemment, mais sauf que si on veut résorber ce fossé qui s'est creusé trop souvent et dont on a pâti par le passé entre l'île et le continent, je pense qu'il faut des moyens. En tout état de cause, là où il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord, il faut... C'est pas un discours un petit peu compassionnel, ça, de dire, voilà, les pauvres Corses, ils ont moins de moyens que les autres. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai pas dit, attention, les pauvres Corses. Je vous dis juste, il y a une situation qui est que nous sommes attachés à l'unité de la République française. Alors, clairement, les revendications qui sont posées, a priori, clairement, c'est pas notre truc. Sauf que, en républicain convaincu, on est aussi forcé de constater que la République peut pas être de force. Et que là, il y a 3 votes qui viennent de clairement donner l'avantage aux nationalistes. Donc, nous devons discuter. D'accord, mais attendez. Et de ce point de vue, moi, je considère... Donc, vous êtes, Jean-Luc Mélenchon, on le sait, est un républicain convaincu, bien parfois sûr. Intégriste. Un républicain intégriste ? Ce qui n'est pas forcément un défaut. Non, républicain jusqu'au bout, pas intégriste. Il n'y a pas d'intégrisme en République, monsieur. La République est une et indivisible. La République jusqu'au bout. Est-ce que, dans ce cadre-là, l'inscription de la Corse dans la Constitution, est-ce que vous y seriez favorable, oui ou non ? A priori, dans l'absolu, plutôt non. Sauf que là, en l'occurrence, comme il y a ces 3 votes qui ont donné l'avantage aux nationalistes, je pense qu'il faut en discuter. Et par ailleurs, je vais dire les choses clairement, oui, vous aviez raison tout à l'heure quand vous disiez qu'on est à l'ordre du symbolique. Parce qu'en l'occurrence, cette reconnaissance dans la Constitution va permettre de reconnaître un particularisme, mais ne va pas donner de droit particulier. Vous avez quand même vu qu'en termes de transfert de délégation, etc., il y a à peu près rien dans les annonces d'Emmanuel Macron. Donc on est bien dans l'ordre du symbole. Je pense qu'en tout cas, c'est une bonne base pour pouvoir discuter. Et il faut que ça se solde par des discussions. Mais derrière cette discussion, il faudra qu'il y ait la question des moyens si on veut garder cette unité. Je constate que, une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas très critique à l'égard de ce discours du président de la République. Parlons de pouvoir d'achat. Le gouvernement a annoncé vouloir exonérer de charges sociales les heures supplémentaires pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que vous y êtes favorable ? Absolument pas. D'abord pour la raison que, dans la longue histoire, ce qu'il faut faire pour créer de l'emploi en France, en tout cas la dernière fois qu'on a créé de l'emploi de manière conséquente en France, ça a été en baissant le temps de travail. Vous voyez par exemple que nos voisins allemands, qui souvent servent de modèle, sont sur ces revendications, notamment avec, vous l'avez vu, IG Metall. Par ailleurs, ce gouvernement, sur le pouvoir d'achat, est à l'origine d'une fake news, en réalité. Parce qu'en disant que l'on augmente le pouvoir d'achat en baissant les cotisations, clairement, on fait une erreur. Pourquoi ? Parce que la baisse des cotisations, ça n'est pas la hausse du pouvoir d'achat. Figurez-vous que le salaire net qu'il y a en bas à droite de la fiche de paye... Alors, si je paye moins de charges, si je fais des heures supplémentaires et que je paye moins de charges, Monsieur Bernstein, si c'est une hausse de pouvoir d'achat... Eh bien justement non. Et je vais vous dire pourquoi. C'est là que vous avez tort et n'importe quel économiste pourrait vous l'expliquer. Pour la raison, Monsieur Bernstein, que votre pouvoir d'achat ne se calcule pas uniquement à votre salaire net. Voyez-vous, ce que vous appelez des charges s'appelle en réalité des cotisations. Ça finance votre protection maladie, ça peut financer vos droits au chômage. Par conséquent, ce que vous ne paierez pas d'une poche, vous le paierez de l'autre. Par exemple, avec l'augmentation du reste à charge dans le cas de la santé, mais également, on peut se poser la question par l'indemnisation chômage. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'assez habile de la part de ce gouvernement de dire on augmente le pouvoir d'achat, mais en réalité, le pouvoir d'achat n'augmente pas. Regardez simplement sur la sécurité sociale, on dit on baisse les cotisations, mais dans le même temps, vous voyez que lorsque nous avons voté le plan de financement de la sécurité sociale, nous venons de lui appliquer une cure d'austérité sans précédent de 4,2 milliards d'euros. Par conséquent, ce que les gens ne payent pas, et le petit gain vraiment dérisoire qu'on va voir sur la fiche de paye, il va se payer par ailleurs. Et ensuite, vous l'avez vu, il y a aussi le problème de la temporalité, puisque la hausse de la CSG que subissent tout de suite les retraités, eh bien, par ailleurs, la baisse des cotisations, elle se fait en plusieurs temps. Nous verrons l'autre partie à l'automne. De la même manière que pour la taxe d'habitation. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la question des compensations. Et par ailleurs, vous l'avez vu, même pour les contribuables, ça ne se fera pas avant plusieurs mois, plusieurs années. Alors, j'entends vos analyses, mais manifestement, les Français ne les entendent pas. On a vu des élections partielles le week-end dernier. Vous ne progressez pas ?
la droite progresse. Comment vous analysez ces résultats ? Mais je pense que vous ne les avez pas bien regardés. Moi, je ne les analyse pas comme vous. Vous dites que vous ne progressez pas. D'abord, ce que nous constatons... En tout cas, la droite progresse plus que vous. Il y aura des deuxièmes tours entre La République En Marche et la droite, et vous serez exclu de ces deuxièmes tours. Vous pouvez faire les questions et les réponses, mais vous ne m'empêcherez pas d'avoir ma propre analyse de la situation. D'abord, premièrement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un recul dans les urnes assez net. Je pense qu'on pourra, vous et moi, en convenir, d'Emmanuel Macron. Certes. Ces candidats prennent presque 8 points, 10 points. Par ailleurs, la France Insoumise... Vous pouvez en convenir aussi au profit Par ailleurs, la droite en profite, bien évidemment. Mais par ailleurs, la France Insoumise se hisse à la 3e place, alors qu'au mois de juin, elle était 4e, devant le Front National. Donc ça, déjà, c'est une chose. Ça veut dire que nous sommes la première force d'opposition populaire à la droite et à Emmanuel Macron dans ce pays. Et nous sommes les seuls à porter clairement l'humanisme écologique et social, y compris dans l'hémicycle. Alors vous dites, les Français n'entendent pas nos propositions. Moi, je pense que c'est plutôt la majorité qui ne les entend pas. Vous voyez, la semaine dernière, nous étions sur une niche parlementaire de la France Insoumise. Nous avons formulé 5 propositions de loi. Je suis à peu près persuadé, pour avoir défendu notamment celle sur la reconnaissance du burn-out et des maladies professionnelles, que certains députés de la majorité auraient pu, à notre place, défendre ces propositions de loi. Mais il y a des postures politiciennes. Vous voyez, nous avions fait un sondage sur les différentes propositions de loi. C'était des propositions plutôt, pour le coup, consensuelles. Nous l'avions fait exprès. Et la majorité s'est mise en scène de telle manière que, en réalité, tout ce qui vient de la France Insoumise, quel que soit le contenu, n'est pas accepté. Au contraire, nous faisons, depuis que nous sommes arrivés à l'Assemblée, la démonstration d'un sérieux et à la radicalité du propos, car oui, ce que nous proposons, c'est une contre-société. Nous y associons une franche crédibilité, et c'est en train de se voir. Il faudra maintenant le temps pour en récolter les fruits, mais vous verrez, ça viendra. Adrien Quatennens, vous êtes député du Nord, vous êtes originaire de Lille, vous êtes habitué au froid, à la neige. On l'a vu dans le journal, la nuit dernière, il y a eu 2000 naufragés de la route, comme on dit. Est-ce que selon vous, et comme le disent d'ailleurs certains, les Républicains, les services de l'État ont failli ? Alors, les services de l'État se sont employés à la tâche assez tôt, de mon point de vue. En tout cas, ce que l'on peut dire par contre, c'est que depuis la tempête de 99, où pour le coup on avait tous pu constater la réactivité impeccable de plein de services. On me parlait encore tout à l'heure de la vitesse avec laquelle les services d'électricité avaient repris la main. Clairement, je pense que d'événement climatique en événement climatique, depuis la tempête de 1999, on voit les conséquences, y compris des politiques d'austérité budgétaire. Les services publics sont affaiblis. À force d'un libéralisme outrancier, oui, il faut le dire, on affaiblit la France. C'est en train de se passer. Donc ça veut dire, selon vous, il n'y a pas suffisamment de chasse-neige, de moyens de salage ? Pas assez de moyens. Il faut rendre hommage dans tous les secteurs aux fonctionnaires ultra dévoués à leurs tâches, mais il y a clairement le problème des moyens. Vous voyez là, on a 12 cm de neige, c'est la pagaille. Reprenez un petit peu, d'ailleurs, il faudrait pourquoi pas mener une enquête sur le sujet. Reprenez ce qui se passait il y a 10, 15, 20 ans, on était beaucoup plus réactifs. Il faut dire dans ce pays que tout coûte cher. Oui, le service public, ça coûte cher, mais nous en avons les moyens. Nous sommes la 5e puissance autant économique pour du 48 heures de neige, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Mais j'ai entendu ça, j'ai entendu M. Collomb dire par exemple, on ne va pas dépenser des milliards pour un épiphénomène ponctuel. Mais attendez, ça va encore peut-être se produire, ça peut se répéter. Par ailleurs, le changement climatique, vous le savez, il est en train de non plus de guetter, il est là, il est présent. C'est plutôt vers le réchauffement que le refroidissement. Ah mais attendez, M. Bernstein, vous savez que je vous apprends quelque chose. Le premier effet du réchauffement climatique, ça ne va pas être que vous allez avoir envie de vous déshabiller. C'est gentil de Au contraire, ce qui va se produire, par exemple, c'est le déluge, parce que vous savez que l'effet d'évaporation des eaux, par le réchauffement, va produire plus de pluie. Vous voyez, donc paradoxalement, on peut attendre du réchauffement climatique, non pas un phénomène de réchauffement des températures que nous ressentons, vous voyez. Mais il en est conscient, c'est pour ça qu'il a mis, Gilles, un pull à col roulé aujourd'hui. C'est bien couvert. Une dernière question. Vous êtes Lillois, député du Nord, Lillois. Il y a en ce moment un peu d'effervescence autour des municipales à Lille. Est-ce que la mairie de Lille pourrait vous intéresser un jour, une candidature à la mairie de Lille ? Ah, mais pour la France Insoumise, elle m'intéresse absolument. La question n'est pas celle de ma personne, mais si vous voyez... voyez... que c'est celle que je vous pose. Bah écoutez, non, moi je pense que là, c'est clairement, c'est pas opportun. Vous voyez, moi je suis député depuis 7-8 mois, je vais pas faire la vieille politique vous de dire... seriez légitime. Parce que, peut-être, mais d'autres que moi, vous savez, on en a plein en besace qui seraient tout aussi légitimes et tout aussi capables. Par contre, c'est clair que vous avez raison de poser la question, les positions acquises pour nous, de la séquence 2017, et en particulier à Lille. À Lille, Jean-Luc Mélenchon était le premier candidat à la présidentielle, il a fait 30%. Nous avons 2 circonscriptions lilloises qui étaient acquises de longue date au Parti socialiste, qui sont maintenant à la France insoumise. Donc oui, il n'y a pas besoin d'une boule de cristal pour comprendre que nous allons continuer, que nous nous y préparons méthodiquement, et tout le monde est bienvenu à la rescousse. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, député de la France insoumise du Nord. Merci à vous. Merci.